Avertissement, durant cet épisode, nous parlerons de suicide. Si ce sujet est un déclencheur pour toi, s'il te plaît, prends soin de toi en contactant ta LAIDE au 1-800-567-96-99. Pour tous les autres, soyez gentils entre vous afin de contrer ce foutu fléau social. Bonne émission. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre El peniso del giorno. Ou encore des mots vraiment pas gentils. Peut-être que Rachel est pas forte sous le rasoir. Oreille chaste, s'abstenir. On y annonce ta mort. Passe-moi ton journal avec la section des nécrophiles. Quelqu'un fait une farce aux élèves de l'école secondaire de Verneuil en écrivant des petits poèmes sur certains d'entre eux. Oh, pleura le page. Joli corps, beau visage. Ne vivra pas assez pour être diplômé. Et ces poèmes se retrouvent imprimés dans l'album Souvenir. Happy Bright. Tous pensaient que c'était une farce stupide, mais les élèves ciblés commencent à disparaître. On retrouve même leurs cadavres. C'est qui? Ce qui devait être tout simplement une farce se transforme en erreur tragique et lugubre. Veux-tu une petite gorgée de Pepsi, mon homme? Yeah, just regular Pepsi. Yeah, Pepsi's Pepsi. Qui peut bien s'amuser à un tel jeu? Oui, j'ai bien à des jeux. Lui, à qui dans les jeux au point? L'album Souvenir. Marcel Leboeuf, il a eu ses heures. Oh, c'était vraiment bon. Frisson numéro 50. Bonjour, bonsoir, bonne nuit tout le monde. Bienvenue à Frisson sur le pod FSLP. Je suis votre animateur Bruno et je suis en compagnie d'une grande lectrice et j'ai nommé Valérie Duchat. Salut Valérie, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui, ça va bien. Écoute, c'est le fun parce que là, on va apprendre à se connaître en même temps que les auditeurs vont apprendre à nous connaître parce qu'on s'est parlé seulement sur Instagram, mais c'est la première fois qu'on se parle de vive voix puis on fait ça à Frisson sur le pod. Puis c'est toi qui m'as approché justement parce que tu voulais en faire un. Fait que je figure que t'es quelqu'un qui non seulement aime l'horreur, mais qui aime aussi la lecture d'horreur. Ah ben oui, c'est avec ça que j'ai commencé à lire en fait même dans ma jeunesse. J'ai toujours aimé avoir peur dans le fond. Puis, ben, les frissons, c'était vraiment comme... On est fucking même dans la vie, on aime ça se faire peur. Oui, ben c'est ça, mais contrairement aux films d'horreur qui me font vraiment sursauter, les livres, c'est juste comme, tu sais, je contrôle un peu plus l'horreur, les images que je me fais en tête. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est ça, c'est que tu as le choix de... Tu sais, ils ont beau dire que le personnage est blond, si tu as le goût qu'il soit brun, il est brun, puis ça vient de s'éteindre, tu sais. Là. Puis le monstre, ben évidemment, tu te fais des images avec qu'est-ce que tu peux, mais tu peux t'auto-censurer si ça devient trop, puis arrêter de lire surtout. Mais ça, c'est pas arrivé souvent. Puis là, ben, toi, t'as un Bookstagram. Écoute, t'es la première personne que j'ai vue qui avait ce nom-là à côté de son nom sur Instagram, Bookstagram, puis depuis ce temps-là, j'en vois plein. Peux-tu un peu m'expliquer c'est quoi? Ben en fait, c'est la communauté sur Instagram de lecteurs, lectrices. Puis ça, c'est vraiment peu importe le genre de livre qu'on lit. Il y en a qui vont aller plus vers la romance. Il y en a qui vont aller plus vers les biographies. Moi, évidemment, c'est les livres d'horreur, les trailers policiers. Je lis un petit peu de chick lit, les romans un peu quétaines de filles cucu, parce que c'est le fun de temps en temps. Mais c'est ça, dans le fond, c'est une espèce de regroupement de lecteurs, de lectrices. Puis pour te retrouver sur Instagram, parce que grande lectrice d'horreur, moi j'ai vu là, un petit peu le déferlement. J'ai d'ailleurs vu que tu avais lu You, tu meurs. Moi j'ai adoré ça, ce livre-là. Toi, tu mets souvent tes suggestions là, justement sur Instagram des livres avec ton appréciation sur ton post puis tout ça. Si on veut te retrouver, on fait comment? Ben c'est tout simplement Valou a lu. Quand même facile. Si tu cherches qui a lu, c'est Valou. C'est ça. Je vous invite à aller visiter Valou a lu sur Instagram, mesdames et messieurs. Puis là, ben nous, ça donne qu'on a lu l'album Souvenir, qui est quand même un spécial, parce que c'est le numéro 50. Tu te rappelles-tu quand il est sorti?
Hey, moi, ça, non, parce que honnêtement, c'est sorti dans les années 90. Fait que quand ça l'a sorti, j'étais peut-être un peu trop jeune pour le lire. Moi, je me rappelle, là, quand il a sorti ce livre-là, l'album Souvenir numéro 50, c'était un spécial, c'était un milestone pour la collection Frisson. Puis il y avait un concours à la fin du livre que tu pouvais commander ton T-shirt Frisson. Puis je le voulais. Mais oui, je vois ça, là, puis c'est marqué. Le concours se termine le 1er juillet 1995. Hey, ça marche plus si tu l'envoies aujourd'hui, ça t'est renvoyé. Non, j'ai manqué ma chance. Mais toi, fait que tu m'expliques, tu as commencé à triper sur Frisson au secondaire. C'est quoi, comment ça t'est venu? Tu as trouvé ces livres-là à la bibliothèque? Quelqu'un t'en a parlé? Ben non, c'est vraiment à la bibliothèque parce que moi, j'ai un handicap. En secondaire 1, j'ai eu une grosse opération à la colonne vertébrale, ce qui fait que tous mes cours d'éducation physique, j'étais exemptée tout mon secondaire. Fait que j'avais une période libre par semaine, donc je la passais la plupart du temps à la bibliothèque. Puis c'est comme ça que j'ai découvert les livres Frisson, puis j'ai lu à peu près tous ceux qu'il y avait là à la bibliothèque de mon école. Aïe, pourquoi qu'on n'allait pas à la même école? On aurait pu être dans le même groupe d'édu puis être exemptés ensemble. Ça aurait été malade. C'est fou, t'imagines, tu sais, j'ai eu du fun, peut-être pas au début quand j'étais exempté parce que j'étais tout seul, on dirait que j'ai comme parti une mode, puis après ça, au secondaire 4 et 5, là, on était 4 dans la bibliothèque, mais avant ça, c'était long, là. Ah ouais. Fait que ça aurait été le fun, au moins t'avais quelque chose de le fun à faire pendant ce temps-là. Moi, j'aurais trippé être dans une bibliothèque comme ça, avec tous les frissons à ma disposition. Ah, mais t'as même pas idée, là, le fun que j'avais, là, c'est... En plus que j'étais toute seule, là, c'est... Tu sais, la bibliothécaire, elle savait, là, que j'allais me pointer, fait que, tu sais, pendant qu'eux faisaient du sport, ben moi, je musclais mon imaginaire, puis c'était une autre sorte de... C'est du sport, lire quand même, là, surtout de l'horreur, des fois, c'est... C'est du sport, lire tout court, parce que sérieux, tu sais, c'est pour moi, en tout cas, moi, je lis vraiment pas vite, OK, sérieux, fait que de lire le même livre 2 fois, faut vraiment que je veuille, là, tu sais. Ouais. Puis, c'est un petit peu pour ça, j'essaie d'augmenter ma vitesse de lecture parce que j'ai jamais été capable de lire vite, justement, parce que mon attention est toujours attirée partout ou je tombe endormi. Ah, mais tu sais, vraiment, à force de lire à un moment donné, puis moi, là, ce que je me rends compte, c'est faut pas que je me mette de pression avec ça. Tu sais, je lis comme, si c'est 5 pages, 10 pages par soir, ça va être ça. Si je lis la moitié du livre, ben ça va être ça aussi. Puis, tu sais, je me mets tellement pas de pression avec ça, là. C'est tellement pas une compétition. Puis, tu sais, c'est un plaisir. Faut pas que ça devienne une exigence puis quelque chose d'un fardeau, là. Faut vraiment y aller comme on le sent. Là. Moi, ma pression, c'est mon podcast qui m'en met. Mais heureusement, c'est ça. C'est que je me dis, direct en partant, puis c'est bon que tu me le rappelles, merci. Je m'étais dit, pas de stress avec Frisson sur le pod. Mais tu sais, là, Frisson sur le pod, ça va sortir comme bientôt, là, tu sais, ça sera pas à la semaine, puis ça sera pas, tu sais, je me mets pas de pression comme ça, mais reste quand même qu'il faut que je reste alerte, faut toujours que j'ai un frisson dans les mains à lire, à l'écrire, que je prépare ça, fait que tu sais, il y a comme une espèce de pression, justement, qui vient avec ça, tu sais. Puis, tu l'as lu combien de fois, toi, pour le fun, l'album Souvenir? Ben, je l'ai lu, tu sais, une fois, évidemment, au secondaire, puis je l'ai lu une fois complète cet été, quand on a parlé qu'on allait faire celui-là, puis j'ai fait vraiment un survol, là, dans les dernières semaines, juste pour me le rafraîchir, mais je l'ai pas lu au complet la deuxième fois, là. Puis, en gros, qu'est-ce que t'en as pensé de ce que tu te rappelles par rapport à la collection en général? Est-ce que tu le mettrais, genre, dans les meilleurs, dans les moyens, dans les poches? Hey, pour vrai, là, je suis vraiment comme partagée sur ce point-là parce qu'il y a vraiment une différence avec les autres. Ah, que oui, merci de le soulever. Je trouve qu'il est un peu plus mature que les autres. Ben, il est un peu plus mature que les autres, comme Alien était plus mature que les autres films d'horreur de son temps. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis pourtant, c'est pas les personnages qui sont matures, mais c'est le sujet. Ouais. Ben, tu sais aussi, je pense que j'ai pas souvenir que c'est arrivé souvent qu'on passe d'un point de vue à l'autre. Tu sais, les chapitres qui sont racontés par Marc, je trouve que ça emmène quelque chose de plus à la lecture. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, là. Moi aussi, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça original, surtout. Mais tu sais, Peter Larangis, qui est l'auteur de ce frisson-là, ils en ont sélectionné 2 livres de lui, puis c'est 50 et 51. L'autre livre, c'était Danger, élève au volant, que je
capote sur la couverture. C'est tellement malade. J'ai hâte de le relire, lui, pour voir si on a à peu près le même feel que l'album Souvenir. Je me rappelle que j'ai lu 2 de ses livres en anglais à Peter Lorangis qui s'appelait Exile puis Return to Exile. Puis c'est une espèce de slasher whodunit qui devient surnaturel, qui se cherche, puis c'était pas aussi bon que l'album Souvenir. Est-ce que je dirais qu'il est dans les meilleurs? Peut-être pas les meilleurs, mais les différents. Mm-hmm. Oui, je comprends. Oui, c'est ça. Ben, c'est peut-être le style aussi de l'auteur qui donne ça, mais c'est ça. C'est pour ça que je te dis, je suis partagée entre les bons vieux frissons qu'on connaît puis qu'on a tous lus, puis qui ont un style complètement différent. Lui, je l'ai trouvé peut-être, je le verrais pas, mettons, je verrais pas un enfant de 10-11 ans le lire, peut-être parce que ça serait peut-être plus dur à comprendre, puis il se passe beaucoup de choses, là. Oui, puis il y a beaucoup d'émotions aussi, je trouve, dans le livre. Il y a beaucoup d'émotions que à 11 ans, 12 ans, là, je connaissais pas vraiment, puis que j'aurais pas nécessairement compris. J'aurais voulu voir la bébite. Puis encore là, les descriptions puis tout ça, c'est un petit peu dur de se faire une image de ce qui se passe. Moi, je voyais ça très space, là. Ouais. Ah, c'est vrai, hein? Tu sais, j'y voyais quasiment aller faire un rapport à quelque part dans un ordinateur puis revenir avec des casques en bulle ou quelque chose de même, là, tu sais, pour aller dans une falaise qui partait en bas de l'école de la bibliothèque. Hey, t'as pas checké dans ta bibliothèque s'il y avait ça, des tablettes où est-ce que... Hey, non, j'étais ben trop pissue pour ça. Et écoute, il y avait eu un article dans le journal local qui disait, puis je sais même pas si c'est vrai, puis je me souviens même pas si c'était pour une thématique genre Halloween, mais il disait qu'il y avait un vortex dans l'ascenseur de mon école. Puis moi, à un moment donné, il fallait que je prenne l'ascenseur dû à mon handicap. Écoute, je voulais mourir. Je voulais même pas rentrer dans l'ascenseur. Come on! Oh, en plus, t'étais pogné pour la prendre, l'ascenseur, fait que t'avais comme pas le choix, là. Oh my God! OK, puis finalement, il n'y a pas eu de vortex. Ben non, parce que t'es là aujourd'hui. À moins que... Ah, à moins... Ouais, c'est ça, hein? Bon, ben on va tout de suite passer au livre avant que tu me manges. Ben, est-ce que tu es prête à embarquer dans l'album Souvenir? Oui. Bon, on va commencer avec le prologue parce que malheureusement, il n'y a pas de teaser. Fait que je vais te lire le prologue pour nous mettre dans le mood. Et ensuite, on va déferler. J'ai pas écrit ça chapitre par chapitre. J'ai fait ça partie par partie cette fois-là. OK. Mais on va faire un spécial. Allons-y avec le prologue. Je m'appelle David Callas. J'ai des problèmes. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Tout ce que je possède, ce sont les vêtements que je porte et mon sac à dos qui contient ce stylo et cette tablette. Je ne sais pas si ma mère et ma maison existent encore. En plus, j'ai une effroyable migraine. Déjà là, t'es pas bien, là. Tu sais, je le lis puis je suis inconfortable. Mais voyons le beau côté des choses. Je suis seule avec Ariane Maas. Je suis trop gênée pour expliquer exactement ce que je ressens. Ariane est intelligente et superbe et gentille et attentionnée et elle a un corps à damner un sein, auquel je ne prête attention que parce que nos vêtements se trouvent à être déchirés à des endroits stratégiques. Mm-hmm. C'est quoi les endroits stratégiques? Est-ce que c'est parce que ça cache les endroits qu'il faut pas voir ou c'est parce que stratégiquement ça a déchiré? C'est justement là que je viens tu sais, qu'est-ce que je disais tantôt qu'on pouvait se créer là, qu'est-ce qu'on voit et qu'on voit pas là. Tu vois, c'est exactement. Je pense que j'ai imaginé, moi. Continuons. On est seul au sommet d'une colline près de Verneuil, sans âmes qui vivent à des lieux à la ronde. Malheureusement, Ariane est endormie. Elle suce son pouce et marmonne dans son sommeil, ce qui n'est pas un comportement normal pour elle. Je ne le pense pas. Mais dans les circonstances tout à fait compréhensibles. Ce qui m'amène au point négatif. Je crois que j'ai entièrement détruit ma ville. Juste ça. Juste ça. T'sais, on te donnera pas les clés de la ville, mais c'est tout. Ceci, bien sûr, pèse lourdement sur ma conscience. J'espère. C'est un acte d'importance pour un humain de 17 ans, sans doute une primeur. Je crois de toute façon qu'il est trop tard pour l'ajouter à mon dossier.
La fumée s'amoncelle toujours au-dessous de la colline. On dirait que nous allons rester ici un long moment. Je me sens étourdi. J'ai besoin de récapituler les événements passés. Tout remettre en ordre par écrit m'aidera à retrouver mes esprits. Plus important encore, il en restera un récit. Quelqu'un pourra apprendre ce qui s'est passé ici et il faut que ça se sache parce que ça pourrait encore avoir lieu. Et alors, il se peut qu'il ne reste plus aucun témoin. C'est angoissant. Oh! Ben, maintenant que je la relis, comme me remettre dedans puis que je sais qu'est-ce qui se passe... Oui. OK, maintenant que je sais ce qui se passe, on dirait que c'est des choses qui me font un petit peu moins peur, c'est moins peurant, mais je me rappelle que je me suis senti... Tu sais, quand tu lis l'album Souvenir puis que tu lis le résumé en arrière, tu vois pas nécessairement que ça va être surnaturel. Non, aucunement, ouais. C'est... Surtout avec le joli petit poème que tu aimes tant, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, par exemple, qu'ils ont mis un focus là-dessus, ouais. En arrière, puis tout, là. Donc, je vais te faire une petite fiche technique rapide sur l'album Souvenir. L'album Souvenir, c'est le frisson numéro 50, comme je t'expliquais tout à l'heure, est écrit par Peter Laurengis et traduit en français au Québec par Marie-André Warnon-Côté aux éditions Héritage durant le premier trimestre de 1995. Il est traduit de l'anglais du livre The Yearbook, publié le 1er avril 1994 et aux éditions scolastiques Point Horror en décembre 1995. Il a reçu en tout 9 éditions. Quand même. J'en ai 2, moi. J'ai l'édition avec l'album Souvenir écrit en espèce de doré. Oui. Puis j'ai l'édition écrit en orange. Ah, pour vrai, j'ai même pas le orange. Mais il est beau, par exemple, le orange, je trouve qu'il est vraiment... ça, c'est quand il faisait des reprints habituellement. La première batch, il sortait avec l'écriture en relief, mais ça s'effaçait. Puis ça, ce que j'aimais faire quand j'étais jeune, c'est justement l'essuyer avec du Goo Gun pour voir c'était quoi l'autre couleur qu'il y avait en dessous. Ah ouais. Ouais, mais fallait pas parce qu'après ça, t'en auras plus d'or. Non, c'est ça. Puis en dessous, ben, c'est écrit en mauve. Ben, c'est ma couleur préférée. Mais l'album, tu le vois pas, le mot album, là, comme tel, là, et on y annonce ta mort. Avec une femme qui est peignée, en tout cas, elle est un petit peu peignée dans les années 60. Comme, j'ai du mal à croire que c'est Laura Lepage. Ouais, hein? Puis elle a comme juste une grosse dent. Oh mon Dieu, oui. Mais c'est correct parce qu'on aime ça pareil. On aime les couvertures de frissons, n'est-ce pas? Oui, vraiment. On va commencer à lire ça, ma belle Valou. On commence avec la partie 1 parce que là, ici, on n'avait pas de nom là, pour la partie comme telle. Le prologue, c'était vraiment juste le début. Partie 1 est racontée du point de vue de David et c'est le chapitre 1 à 5. Nous faisons la connaissance de David Callas, un génie de 17 ans aux yeux et cheveux bruns qui nous parle de sa soirée du 15 avril. Il se promenait dans le boisé de Verneuil, un endroit reconnu pour aller jouer au fouf sans se faire chicaner. Ah ouais, vraiment, il a dit ça? Il a dit ça. Ah, sans se faire chicaner par les parents. Il se rendait à l'imprimerie quand il a aperçu la voiture dans laquelle Ariane se trouvait. Avant de se faire surprendre, il poursuit son chemin et c'est à ce moment qu'il aperçoit une boule de fourrure dans l'eau. Arc. Ouais. Croyant à un rat, il prend une roche et la lui lance pour défouler sa jalousie. Mais celle-ci rebondit. Mais ça, là, ouais. Génie, là, il dit qu'il y a un rat endormi sur l'eau. Ben oui. Il y a un rat qui s'endort sur l'eau. Fait que direct en partant, j'étais comme, la malfaisance de juste aller déranger un animal, tu sais. Mais un rat sur l'eau, j'avoue que direct en partant, j'avais pas pensé à ça. Moi, je me suis plus dit, si c'est une bébête poilue, les chances sont que tu devrais pas aller la déranger, tu sais. Exactement, ouais. Surtout pas avec ton agressivité jalouse. Parce que là, lui, on s'entend, il y a un kick sur Ariane. Mm-hmm. Soudain, remarquant l'odeur, il devine qu'il s'agit d'un cadavre humain dont l'intérieur a été vidé. Il s'évanouit. Tu vois, c'est un wuss. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Hey, j'aurais perdu connaissance à peu près 4 fois, je pense déjà. Moi. C'est à peu près ça. juste le rat, moi, c'était assez pour me faire perdre connaissance. Il fait alors un rêve dans lequel il dépece un poisson pour finir par se rendre compte qu'il s'agit de son ami. Qu'est-ce qu'il a mangé avant de se coucher? Je me le demande.
À son réveil... À son réveil, hein? Oui, bravo, Bruno. Il se réveille... je recommence ça. À son réveil, il remarque l'odeur de craie et se rappelle ce qui gît non loin de lui. Il retourne alors chez lui sur le pilote automatique. Il habite seul avec sa mère qui lui demande pourquoi il entre à une heure aussi tardive et il utilise l'excuse de l'album Souvenir. Nous apprenons que son père est décédé. David prend une douche et en pensant à Ariane au coucher, il se met à la détester. Il la blâme pour tout ce fiasco, ce qui nous ramène au jour où il l'a rencontrée, le jour du tremblement de terre à Verneuil. Mm-hmm. Fait que là, on a comme déjà un petit backstory qui va commencer. Il y a rien qui nous est dit comme mot pour mot encore. Là. C'est là qu'on va rencontrer Ariane, que moi, je trippe pas pantoute sur elle. Je la trouve pas fine. Ben, honnêtement, moi, les deux personnages, je les trouve pas terribles. David, c'est jamais sa faute. Tu sais, c'est comme, il fait beaucoup c'est la faute des autres, c'est jamais lui. Il y a justement, là, la dernière phrase que tu as dit, là, dans ton résumé, c'est qu'il blâme Ariane de tous ses malheurs. Tu sais, je trouve ça un peu too much. Tu vois pas mal sur son sort, David. Puis Ariane, ben, comme tu dis, elle a l'air pas fine, elle a l'air de savoir que David tripe dessus, puis on dirait qu'elle joue un petit peu avec ça. Oui, puis elle a l'air de se trouver plus smart, de se trouver plus importante que lui. Ça me tapait ses nerfs. C'est vrai, oui. Hey, yeah, c'est le fun, on a les mêmes avis, fait qu'on va bien s'entendre. Tellement, vraiment. Il l'avait presque aperçu sur la rue, observant le boisé quand tout s'est mis à trembler. Elle l'a sauvé d'un arbre qui allait lui tomber dessus. Ok, excusez, non. Je veux pas y enlever sa masculinité, là, mais reste quand même que c'est Supergirl qui t'a sauvé. Étant donné qu'il se saignait de la main, il l'a rapporté chez elle pour le panser. Aux nouvelles, on évalue le volcan à... Le volcan? Le volcan. Un tremblement à 5,1 sur l'échelle de Richter. Et on mentionne le tremblement de terre de 1950. Donc, on apprend qu'il y a eu un tremblement de terre. Est-ce que ça se passe en 2000? Non, hein? C'est en combien d'années là-dedans encore? Ça le dit pas, c'est ça, 94. Fait que... c'est ça. Fait qu'on on joue sur 3 époques. Hein? On joue en 1950, dans les années 90, là, ben, dans le fond, dans le présent. Puis il y a aussi la portion de Marc qui est dans les années 2000, je pense 2016, si je me trompe pas. Ouais, puis on s'entend qu'il a pas très bien prédit le futur. Non, ça fait spécial de lire ça, par exemple. Oui, c'est cool. Quand t'arrives plus tard, t'es comme, je lis de la littérature d'époque. Tu sais, tu dis pas que c'est un frisson, puis ça passe. Ariane décide donc d'en faire le thème de l'album Souvenir et David se joint alors au comité de l'album, même si ce n'est que pour compétitionner avec le chum parfait d'Ariane, Salo. Quel nom! Ouais. Mais je sais pas comment ils l'ont appelé en anglais, je suis curieux. Pour vrai, tu me laisses-tu aller checker? Ah, ben oui, je veux savoir. Ça, parce que je sais que, tu sais, ils ont pas le choix là ici. C'est quoi encore son nom à lui, Salo? Attends, je l'avais maintenant quelque part. C'est tellement Tu vois, moi, je cherche que, pendant longtemps, ça se coupe super bien son nom. j'avais remarqué. Ah, comment? Comme ça, c'est mon âge. Ouais, que je suis habitué, là. C'est juste parce que je suis curieux de savoir c'est comment, comme ils l'ont traduit. Ah. Il a fallu qu'ils trouvent un nom qui irait avec les lettres, tout ça, mais en anglais, ça serait quoi comme jerk? Ça me gosse, je le trouve pas, je sais que j'allais prendre en note, mais. Ben, c'est pas vraiment un personnage important. Donc, mesdames et messieurs, on sait qu'il s'appelle Salo. On va l'appeler Salo parce que Dave le trouve salaud. Je l'ai, c'est Stéphane. Oui, c'est Stéphane-André Lagacé, oui, mais. Non, mais tu parles donc ben d'un nom de marde. Ouais. Stéphane-André Lagacé, oui, mais lui, ça il prenait plus de temps d'écrire son nom sur son examen que de faire l'examen au complet, là. Oui, ça veut dire ça. Ben, au moins, il a sûrement développé de la dextérité ou quelque chose, mais s'il existe, on le salue, hein? Puis parle de frisson sur le pod à tes amis, dis-leur qu'on t'a fait un beau bonjour dessus. On continue. David travaille dans le comité durant quelques semaines et ceux-ci ont décidé de faire une blague amicale à ceux qui n'ont pas remis leurs photos pour l'album et de remplacer cette photo par des photos d'oiseaux. Tête de linotte. Mais pour vrai, c'est bitch un peu. Un peu, tu trouves? Moi, j'aurais été pissed off!
Premièrement, je l'ai pris ma photo, là, fait que je suis un adulte responsable. C'est parce qu'ils voulaient mettre une photo d'un oiseau qui leur ressemblait, je pense. Hein? Oui, c'est ce qu'ils disent. Hey, c'est chiant. Oui, vraiment. Ces gens, d'un coup, c'est un complexe, tu sais. Oh my God, mais oui. Ils se de ça toute leur vie, tu sais, bravo. Mais dans les années 90, on s'en faisait pas avec ces affaires-là, nous autres. À vous, là. Est-ce qu'on s'en faisait? Moi, je sais pas. Moi, j'étais un petit intimidé à l'école. Fait que oui, ça me frappait, mais c'est vrai que c'était pas... les gens avaient pas tendance à penser à l'après. Ouais. C'était moins dénoncé, c'était moins... Moi aussi, j'ai été intimidée, là, mais je m'en calissais tellement. Là. Moi, j'ai laissé parler tout seul, puis j'étais comme, regarde. J'aurais vraiment aimé ça, savoir comment... Parce qu'il y en a des gens qui se faisaient comme niaiser à mon école, puis que ça leur faisait rien, puis j'ai jamais osé leur demander comment tu fais pour que ça te fasse rien. Ben... Je sais pas, c'est peut-être une question de caractère. J'ai un esti de caractère. Fait qu'on dirait que j'étais comme, regarde, écoute, au secondaire, là, il m'appelait Timmy. Comme genre l'handicapé dans South Park. Bonjour, mes intimidateurs. Timmy? Ouais, il m'appelait Timmy. Ça se criait ça de bord en bord des coups. OK, attends, tu veux dire que tu te faisais intimider par rapport à ton handicap ouvertement comme ça, là? Totalement. Ben ouais. Mais tu sais, j'étais comme, moi, ça me passait 6 pieds par-dessus la tête parce que j'étais comme, je suis probablement mieux dans mon corps que toutes vous autres. True. Ça me dépasse quand même de savoir, tu sais, on va aller jusque-là vraiment écœurer quelqu'un pour son handicap. Ben ouais, c'était le même. Genre, mais tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins toléré. J'ai pas, tu sais, honnêtement, pas vraiment personne de mon entourage qui est au secondaire puis qui vit ça actuellement. Mais je pense que, ouais, dans ce temps-là, c'était toléré. Mais de toute façon, nous autres, on est vraiment cool parce que, tu sais, on lit des frissons. C'était tellement... On leur met d'en face. Donc, à la bibliothèque, en plein... Est-ce que je suis encore mon petit... on est cool, on lit des frissons, man. À la bibliothèque, en plein samedi, on découvre des infos intéressantes sur le tremblement de terre de 1950 et d'une chasse aux sorcières en 1686. Annabelle Soucy fut brûlée sur un bûcher. Rien de moins. Très bien, c'est ça. C'est digne de nouvelles quand même, n'est-ce pas? Tu sais, dans toute bonne ville, il y a quelqu'un qui s'est fait brûler sur un bûcher. Là. Ben oui, nous autres, c'est Patrice Bélanger, là. Sucré salé. Mon Dieu! Ben, je dis ça parce qu'il vient de Gatineau, là. Fait que j'essaie d'en nommer un connu. Oui, j'aime tellement ce gars-là. J'adore Patrice. Il est tellement... Je trouve tellement qu'il a l'air gentil, là. Mais sincèrement gentil. Ouais, vraiment. Il est cute en plus. Ah ouais, vraiment. Il vient de Gatineau, tu viendras faire ton tour. Ce travail de forcené par amour pour Ariane s'est terminé en une fois. C'est terminé et une fois la maquette chez l'imprimeur, Monsieur Laverdure, Nathan ou Richard. Hey, ça, j'ai pas compris. D'où ça part? Okay, moi, j'ai pas compris le rapport de Richard. Ben, OK, fait que ça doit être parce qu'il s'appelait Richard en anglais puis que c'est une coquille qu'ils ont oublié de corriger. Ah, peut-être. Parce que, mais il me semble... Ou qu'il s'appelait Nathan en anglais. Mais parce qu'elle dit c'est pas Nathan, puis il réplique quelque chose en voulant dire, tu sais, non, mais j'ai pas compris. C'est jamais revenu nulle part non plus. Ah, OK. Bon, ben, on a une question, mesdames et messieurs. Si vous savez qui est Richard ou qui est Nathan et qu'est-ce qui se passe avec eux autres, écrivez-nous sur l'Instagram de Terreur sur le pont ou à Valou Alu. Exactement, oui. Tu es peut-être plus en mesure que moi de prendre les réponses. Moi, là, je suis outré. Donc, les invite à une soirée chez lui. Donc, le prof les invite à une soirée chez eux. Oui. S'ensuit une partie du meilleur mangeur de... Attends, OK. J'ai eu un lapsus, je pense, en écrivant. J'ai écrit... OK, ça suit une partie de meilleur mangeur de... avec des nœuds de queue de cerise entre membres du comité jusqu'à ce que M. Laverdure annonce que l'un d'entre eux doit se rendre chez l'imprimeur pour faire des corrections dans l'album. C'est quoi? On va parler des clitoris, si tu veux bien un instant, parce qu'ils ont vraiment fait ça, hein? Non, mais attends, c'est pas marqué clitoris pour vrai? Ben non, c'est pas marqué clitoris, mais là, c'est parce que moi, là, j'ai pour mon dire que dans les frissons, là, c'est pour ados, fait qu'ils ont toujours comme frôler le sexe sans jamais le nommer. C'est vrai. C'est tout le temps comme ça. Tu sais, il est vraiment beau, il est vraiment sensuel. On se touche, change sa peau, puis non, mais il arrête quand que c'est le temps de parler de comme le main ventoux du gilet. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils traversent jamais la ligne, puis tu
Tu sais, d'un sens, c'est des romans jeunesse aussi. Fait jusqu'où tu vas, non, c'est parfait de même. Ben, ça a développé depuis ce temps-là, c'est sûr. Là. Aujourd'hui, il y a des codes d'âge puis tout ça. Mais reste quand même que c'est à ça que ça sert, le concours de cerises, là. Hey, ça, là, est-ce que tu l'as visualisé dans ta tête? Oui, puis je les ai toutes vues s'étouffer comme Rachel dans Friends. Salut. Allô. Tu veux une cerise? Ah non, merci. Non. Tu sais que je peux faire un nœud de la queue de cerise en utilisant que ma langue? Tous. Ça va? Tous. Rachel, es-tu correct? Écoute, moi, là, les 2 fois que je l'ai lu, j'ai fait comme... OK, c'est assez explicite, les images que j'ai en tête. Là. Tu sais, je voyais une gang de jeunes avec le prof. Avec le prof, en plus! Malaisant au bout. Oh my God! Puis nous autres, on lit ça, puis on déblatère tout ça à frisson. Ouais, en effet, ça fait une belle scène à voir que j'aurais voulu voir en film. Ça pourrait être une scène intéressante à reproduire. Ouais, hein? Je te mets en charge de la chercher dans le livre pendant que je continue. Oh mon Dieu. Ben écoute, j'ai marqué page 34, Ariane, queue de cerise, lol. Bon, ben quelque chose me dit que ça se passe à la page 34. Tout le monde refuse, alors David accepte. Celui-ci décide de d'abord connaître les plans vicieux d'Ariane en chemin pour l'imprimeur et nous connaissons la suite. Il a trouvé le cadavre et ainsi de suite et blablabla. Exactement. Sous la douche, David débat entre se taire pour le cadavre ou d'aller à la police. De peur de s'humilier sur les raisons sur lesquelles il était sur les lieux, il choisit de se taire. Décision de merde! Oui. Il se couche la lumière de papa allumée et plonge dans un sommeil de cauchemar étrange. Et on arrive à la deuxième partie où on change de perspective. On s'en va dans la perspective de Marc. Mais qui est Marc? Nous demandons-nous. Ça, pour vrai, je trouve qu'ils ont vraiment bien maintenu ça, le mystère planant autour de ce personnage-là. J'ai vraiment aimé ces parties-là du roman. Ah, moi tout. À la fin, j'ai fait « Ah! » Je l'ai fait à voix haute, là. Oh oui, c'était malade. Ben, je trouvais ça cool, le lien, comment que tout se plaçait puis tout ça. J'ai hâte qu'on parle de qu'est-ce qu'ils ont l'air, par exemple. OK, de qu'est-ce qu'ils ont l'air. On va essayer de pas le vendre la mèche tout de suite, mais David puis Ariane, qu'est-ce qu'ils ont l'air à la fin. OK. Parce que moi, avoir été Marc, les chances sont que j'aurais probablement crié. Ouais, ben c'est ça. Ouais, j'ai hâte qu'on en parle de ça. Continuons pour y arriver. Deuxième partie, qui est le chapitre 6. Nous sommes dans le point de vue d'un enfant de on sait pas quel âge, qui se trouve chez sa grand-mère Yaya. Le petit Marco mentionne les mots durs qu'il connaît malgré son jeune âge, tels que vandalisme, macabre et suicide. Quand même. Surtout qu'on sait pas quel âge qu'il a, tu sais, tu te dis, j'espère qu'il a pas 5 ans. Ben moi, c'était un peu l'impression que j'avais. Parce qu'il se cachait pour entendre qu'est-ce qu'il se disait, puis il voulait des jouets, puis tout ça. Fait que ça avait... Tu sais, il était pas vieux, là. Ouais, c'est vrai. Il entend Yaya écouter les nouvelles beaucoup trop fort et se lève du lit quand il l'entend pleurer. L'endroit où papa et maman travaillent passe aux nouvelles. Marco vomit. Et c'est la fin de la deuxième partie. Troisième partie on revient au point de vue de David, chapitre 7 à 13. David se réveille en criant de son cauchemar. Il ne reconnaît pas le petit Marco, mais lui aussi appelle sa grand-mère Yaya. Fait que, OK, fait que c'est ça, c'est son rêve. C'est vrai, c'est que c'est tout le temps un rêve. Ah! C'est ça qui est cool. De la manière qu'ils l'ont amené, là, c'est brillant, là. Je trouve, il y avait tellement de potentiel en plus à exploiter le personnage de Marc, parce que dans le fond, c'est ça, vu qu'il rêve. Oui, moi, ce que je me demande, c'est justement pourquoi qu'il y a des rêves prémonitoires de même. Comme c'est quoi, ça vient d'où ces rêves-là? C'est peut-être à cause de la crevasse, c'est peut-être tout relié, je sais pas. Ah, ouais, c'est peut-être le destin. Le destin, je te dis. Oh mon Dieu, je devrais écrire des frissons, moi, tout. Je suis tellement dramatique. Sa mère vient vérifier s'il est OK et en profite pour investiguer sur la veille de David qui réussit à évader le sujet.
Elle le sermonne sur ses responsabilités d'homme et David persiste à ne rien lui dire. Une fois debout, David se rend chez l'imprimeur pour corriger l'album Souvenir. C'est le lundi suivant, en arrivant à l'école, qu'il voit les policiers, qu'il apprend que Richard Arsenault... Ah, il est là, Richard. Ouais, c'est ça. Richard Arsenault, mais c'est quoi le lien avec la verdure? Moi, c'est ça, je comprends pas. Ben, moi, je pense qu'ils se sont probablement trompés de nom. Parce qu'il y a beaucoup de noms là-dedans. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Là. Ouais. Puis on parle de noms complets, là, nom, prénom et nom. Là. Ouais. Parce qu'avec l'album Souvenir, tu sais, il travaille tout. Fait que la Marie-André Warren-Côté, il a fallu qu'elle pige dans beaucoup de banques de ses amis. Là. Comment ils s'appellent, eux autres? Tout du monde qui est allé au secondaire, là, check bien ça. Oh my God. Quand il voit les policiers, qu'il apprend que Richard Arsenault a disparu, qu'il portait les mêmes vêtements que le cadavre. OK, fait que c'est ça, c'est le même qu'il devine que c'est qu'il a vu le cadavre. Bon. Il tente de le communiquer à un policier, mais celui-ci le rejette avant qu'il ne dise un seul mot. On voit encore là à quel point les incrédules, comme Serge les nomme, ça arrive aussi dans les frissons, on les laisse même pas parler. T'sais. Non, c'est ça. Une fois de retour au local de l'album Souvenir, Ariane confronte David sur sa réaction face à la nouvelle concernant Richard. Elle réussit à le convaincre d'aller faire sa déposition au policier. Il rencontre alors le capitaine Hamel. Je l'aime, lui. Oh, tellement! Avec qui il part en voiture de police en route vers le cadavre. Une fois les lieux vérifiés, capitaine Hamel appelle l'équipe et confie les dires de David. L'homme s'allume une cigarette en route de retour vers son bureau. En regardant une fois... Hey, c'est rare aussi qu'on a des... Ah ben non, c'est pas tant que ça finalement, des jeunes qui fument dans les frissons. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de problème avec mettre des jeunes qui fument puis des jeunes qui boivent. Non, c'est ça. Ouais, puis tu sais, dans ce temps-là encore, c'était pas aussi strict aujourd'hui. Là. Moi, je me souviens, j'achetais des loteries à mes parents dans ce temps-là. Là. Hey, c'est vrai, moi aussi, je faisais ça. Je pense que ça a vraiment changé les codes d'âge là, quand Scream puis I Know What You Did Last Summer est arrivé parce qu'ils boivent beaucoup. Hein. Dans Scream 1, ils boivent beaucoup, puis dans I Know aussi. C'est ça d'ailleurs qui fait qu'il lutte le monsieur. Oui. Oui, c'est ça. Ben, ouais, les temps changent. Hein? En regardant une photo vintage de l'équipe de football du capitaine. Attends un petit peu, route vers son bureau. Hein. Là, tu me vois pas en ce moment, c'est parce que j'ai mon journal de frissons en avant de moi, puis j'essaie de retrouver où est-ce que je t'ai rendu. En regardant une photo vintage de l'équipe de football du capitaine lorsqu'il était au secondaire, là, je sais pas pourquoi, ça c'est une phrase, puis j'ai arrêté là. Fait qu'il regarde une photo. Oui, en lien avec... parce que moi, dans mes notes, là, je suis à peu près au même endroit que toi, que le capitaine raconte à David les événements similaires arrivés en 1950. Fait que tu devais avoir la photo de Roger Guélinis et les trois autres. Oui, c'est drôle ça. Merci. Il explique à David que Roger Guélinis et lui-même étaient les deux seuls joueurs noirs que... Ah oui, c'est vrai, il est noir, capitaine Hamel. Oui. Ça fait full rapport avec... Hey, ça me revient qu'il y avait une... Oh my God. Oui, OK. Je comprends. Aïe, bravo, Frisson, d'avoir sorti ça dans le temps, pour vrai. Vraiment. C'est vraiment cool. Et lui-même étant les deux seuls joueurs noirs et que Hamel ne s'est jamais senti à la hauteur de celui-ci. Ils étaient très proches et la disparition de Roger a beaucoup ébranlé le capitaine. Disparition qui a eu lieu en 1950 suite au tremblement de terre. Ben, j'imagine, figure-toi là que t'es un jeune noir puis qu'il y a un autre noir de ton âge qui est disparu. J'aurais la chienne, moi aussi. Tu dis? Puis surtout dans les circonstances, puis tout ça en plus, il s'est fait vider de tout son intérieur. Ouais, c'est ça. J'aurais eu la chienne. En effet, mais je trouve ça cool, par exemple, qu'on ait apporté le fait que, tu sais, il n'y a pas de racisme comme tel qui se passe dans les années où l'histoire est racontée, mais on nous raconte qu'il y en a eu dans les années 1950, puis que parce que ça peut apporter justement le jeune qui lisait le livre à aller poser des questions. Maintenant, est-ce que les parents étaient aptes à répondre à ça dans ce temps-là? Ouais, non, je pense pas, là. Parce que je me reste... dans le passé, c'était pas... on n'avait pas la même vision qu'aujourd'hui, là. Je pense que... C'est fou, hein, comment qu'on voyait pas, comment on pouvait, tu sais, parce que, tu sais, on a commencé à entendre parler du racisme systémique juste quand la pandémie a commencé, right? Ouais.
Pourtant, combien de fois qu'on a entendu des choses qu'ils sont comme ça parce qu'ils sont noirs, sont comme ça parce qu'ils sont libanais, sont comme ça parce qu'ils sont, tu sais, sont intelligents parce qu'ils sont asiatiques. Ça, j'ai entendu ça des millions de fois, là. Ouais, c'était comme fréquent à l'époque de parler comme ça. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'est même pas une question d'ethnie, de race ou quoi que ce soit de même. On a toutes nos capacités, nos forces, nos faiblesses, puis ça, c'est peu importe notre culture, là. Ouais, mais au moins, quand même, il y a eu une belle évolution malgré tout. Oui, il y a du heureusement. Je pense qu'on comprend plus la réalité de ce que ces personnes-là peuvent vivre aussi. Là. Je pense que on est exactement plus que dans le temps aussi. Et continuons sur cette belle lancée jeudi. De retour à l'école, David fait des recherches à la bibliothèque sur Roger Galenis, le meilleur ami du capitaine Grasset. Oh my God! OK. Parce qu'il est potelé. Fait qu'ils l'ont appelé capitaine Grasset. Ouais, c'est... Je pense que c'est quand il était petit qu'il se faisait écœurer sur sa grosseur, puis c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. Ah, peut-être. Mais... Parce qu'il me semble qu'il s'est fait dire qu'il y avait quelque chose par rapport au fait qu'il était corpulent, puis qu'ils l'ont appelé capitaine Grasset. Écoute, là, ça, j'ai un blanc de mémoire, je t'avoue, là, pour ce passage-là du livre, là. Madame Croteau, Madame Croteau, la bibliothécaire, devine que David essaie d'élucider le mystère toujours obscur pour le capitaine de police. Lire les articles, pages 61 à 64. Après avoir lu ces articles-là, David retourne chez lui, mais je vais aller te lire une couple d'articles. Parfait. La presse, 8 février. Maudite merde, ils écrivent pas l'année, ils sont smart, c'est pour que ça reste intemporel. Un tremblement de terre secoue un village tranquille. Un léger tremblement de terre a déraciné des arbres, provoqué un incendie majeur et énervé les habitants de Verneuil, un village connu pour les procès de sorcières qui ont eu lieu il y a 300 ans. Le Verneuillois, hey, c'est pas facile. Verneuillois. 12 février, réflexion de votre rédacteur, par Maurice Rossignol. Suite au tremblement de terre de jeudi, j'ai entendu certains de nos concitoyens parler d'un sort jeté sur notre village. Même si d'autres nous jugent durement d'après le passé, nous, les habitants de Verneuil, devons être honorés de notre singularité. Un tremblement de terre peut devenir source de fierté et de promotion. Oui, notre faute peut être notre vertu. Ben oui. Monsieur, nous pouvons ignorer la menace dans notre propre cour. Je suis abasourdi que vous acceptiez l'idée trompeuse qu'un tremblement de terre a frappé Verneuil alors qu'il y a des preuves évidentes de la présence secrète d'une cellule communiste qui assemble et teste les armes nucléaires. Menace rouge parmi notre jeunesse. Mon Dieu, c'est donc bien grave. 20 février, la Sûreté du Québec confirme aujourd'hui l'existence d'une organisation secrète recrutant des membres parmi les jeunes étudiants. Ah oui, ce groupe que l'on croit dirigé par des agitateurs communistes étrangers se réunissait dans le sous-sol de l'école secondaire de Verneuil qui a été scellée depuis. Ils ont bien scellé les choses. C'était les Delphiques, hein? C'était comme un groupe... j'hésite entre une secte et une confrérie, là. C'est pas clair, ouais. Comme c'est un mélange, en tout cas, c'est une confrérie qui, à l'intérieur, a une secte, je dirais, là. Fait que là, on apprend qu'il y a des élèves qui disparaissent, des restes humains qui sont trouvés en Estrie. Oh! Je sais pas si tu te rappelles, oui, ça se passe en Estrie. Restes humains découverts en Estrie. Hier, dans une région boisée bordant le village de Verneuil, un autostoppeur a trouvé des fragments de vêtements et de chair humaine qui ont plus tard été identifiés comme étant des restes de 3 élèves disparus. Émilien Drolet, Marie Lacasse et Hervé Fortin. Un de leurs camarades, Roger Galenis, également disparu, est recherché en tant que suspect dans cette affaire de meurtre présumé. Et il était là, le racisme, dans le livre, c'est qu'il était accusé, parce que lui aussi avait disparu, mais ils l'ont accusé parce qu'il n'a pas été retrouvé, puis à cause qu'il est noir, ils l'ont criminalisé. Exactement. La nouvelle du décès de Richard Arsenault frappe, mais David reste anonyme. Les albums souvenirs arrivent à l'école et sont distribués. Jacques Héroux, qui n'avait pas fourni sa photo, revient fâché. David croit d'abord que c'est à cause de l'oiseau, tête de linotte, au lieu de sa photo, mais plutôt une grotesque image de cadavre désossé. Tout le monde est en choc. Ben, je sais pas. Déjà que la tête de linotte, c'était too much, mais là... Mais là, c'est trop!
C'est vrai que ça va un peu loin. Je me rappelais plus qu'il y avait ça comme photo à la place. Mais ouais. C'est dégueulasse, pareil. Oui. Imagine, tu rouvres l'album, puis... Oh my God! Ah, t'es bien posé. Tout le monde est en choc. Personne ne comprend. Quand David voit l'inscription de Richard Arsenault, l'horreur le saisit. Poème, page 72. Ah, ça, c'est le fun, les poèmes. J'aime les poèmes. Hey, mais juste avant, là, moi, je comprends pas pourquoi c'est les élèves absents lors de la photo qui se retrouvent avec les espèces de menaces, poèmes et tout, là, tu sais. OK. Hey, ça, là... je m'en rappelle, oui, c'est parce que ça a décalé à cause de une personne qui avait changé d'école, je pense, ou une personne qui est morte, ça se peut-tu? Puis là, ça a décalé tout le monde, fait que les poèmes, ils n'ont pas apparu, ils n'ont pas été faits pour les... Ah, tu sais, là, il y a une suite à un moment donné, là. Ah, je sais pas. Attends, oui, il me semble que je l'explique. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a une suite, il suit une suite mathématique, le monstre. C'est assez fucké, là. Mais oui, le monstre, il suit une suite mathématique, mais là, dans les nombres, c'est pas les bonnes personnes. Hey, c'est dur à expliquer. Mais à vous, mais qu'on arrive, là. C'est poussé, là, que ça tombe exactement sur les élèves qui étaient pas présents pour la photo. Le timing est un peu... spécial. On dirait quasiment que c'est prévu. On pourrait quasiment croire que c'est un livre frisson. Et le poème à côté de Richard Arsenault, c'est « Qu'arrive-t-il à Richard, ni brillant, ni bavard, ni prudent? C'est pourquoi il doit mourir, ma foi. » C'est le ma foi qui gâche tout. Oui. Oui. Mais j'aime ça. Mais qui parlait de moi des années 90? Tu penses-tu? Ma foi. Tu sais, je veux dire, moi, ma tante, ils disent ça, genre, mais ils ont comme 70-80, là. Ouais, il y avait cet âge-là en 1990 aussi. Ma foi. Ah, ben gadon. Non, c'est pas vrai. Les albums sont rappelés et David énumère d'autres horribles poèmes tels qu'ils sont trouvés en page 74-75. Est-ce qu'on se fait plaisir? Vas-y. Étudiez, pas néon. Imitons la passion de notre défenseur. Arrachons-lui le cœur dans le vestiaire des joueurs. Hey, on a celui de Laura Lepage. Pauvre Laura Lepage, joli corps, beau visage, ne vivra pas assez pour être diplômé. C'est le meilleur de la gang, en tout cas. Édouard Lucier déteste parler, conducteur sans peur, meurt. Moi, tu vois, là, c'est celui de Jeanne Sarrazin, mon préféré. Ah oui? Est-ce toi, Jeanne Sarrazin, qui préfère aux humains les vedettes de télé? Dis, feras-tu câbler ton cercueil? Hey, j'avoue! C'est fort. OK, il aurait vraiment dû prendre celui-là, là. Ouais. Ouais, non, celui-là, il donne froid dans le dos. J'aurais pas aimé ça, voir ça à côté de mon nom, mettons. Non, surtout, je suis maniaque de télé aussi, là. Fait que non, j'aurais... Ouais, c'est ça. Ah, mon Dieu, l'as-tu pris personnel? Que certains ciblés sont fâchés, mais pas néon, qui trouvent ça hilarant. L'imprimeur accepte de recommencer les impressions, ce qui calme M. Laverdure, qui connecte un peu trop avec Salaud. Ouais. Mm-hmm. Ouais, ça, j'ai trouvé ça assez spécial. Je me suis dit qu'il y avait de quoi qui se passait là. Oui. Ariane en est même jalouse de M. Laverdure, là. Fait qu'elle est jalouse de son prof homme. Ouais. Just saying. Le prof et l'élève partent pour leur réunion du club Les Delphiques, une confrérie qui, je soupçonne, homosexuelle. Ah, vois-tu? J'y ai pas pensé la première. Une confrérie que je soupçonne homosexuelle. Pour qui je me prends? Mais tu vois, là, c'est parfait. Moi, ça... Oh mon Dieu! Mais avoue que tu y as pensé, là. Oui, ben oui. Tu sais, on s'en va choquer tous les hommes, on pop, puis laisse les filles là, puis les gars moins. En tout cas, je sais pas, c'est quand même spécial. Ariane parle de ses inquiétudes envers Monique, une membre du groupe. Ah, c'est pas juste des gars. C'est pas de Monique, tu devrais t'inquiéter, c'est du prof. Qui se frotte un peu trop sur Salaud. Mais qui s'appelle Monique en 94? Tu sais, mettons, là, le livre a été écrit tu sais, si on regarde, là, le livre date de 95. Il y a personne qui s'appelle Monique. Mais non! Moi, Monique, c'est comme à 50 ans, puis elle a les cheveux frisés, puis un toupette crêpé, là. Elle a le toupette crêpé, puis c'est exactement ma tante.
Est-ce que tu la connais? Mais sérieux, par exemple, avant, j'haïssais ça quand que je voyais des noms de même. J'étais comme, ça fait pas de sens. Puis aujourd'hui, j'adore. Pour vrai? J'adore ça. Ben, on dirait que j'aime ça qu'il ait mis ces noms-là dedans parce que en tant qu'adulte, je me dis, mettons que je travaille à Héritage Jeunesse, puis que je traduis des livres, je me pèterais un fun. Oh my God, ben oui, ça c'est sûr. Avec les histoires puis tout ça, puis je leur en donnerais des noms pas possibles et tout. Tu fais un jeu de mots avec le prénom qui aurait une association avec le nom de famille? Oui, Alva Gingras. Ouais, mais là, celui-là, il est un petit peu trop populaire. Il est parfait! Tu sais, toute la l'autre, tu l'appelles de même dans le frisson, genre, puis à la fin, tu dis son nom de famille. ça te rend tout comme... Tu relis tout le livre, puis c'est rendu super ironique, tu sais. Oh my God! Surtout dans celui-là, quand tu sais comment ils sont retrouvés les cadavres, tu sais. OK, on continue. Donc, elle a peur de Monique, Ariane, parce qu'elle se frotte un petit peu trop sur Salo, ce qui donne une mauvaise idée à David. Après avoir fait semblant de partir, David revient à l'école pour trouver l'endroit secret où se tient la réunion des Delphiques. Il finit par trouver une pièce secrète sous une étagère à la bibliothèque. Il aperçoit les membres du club et voit Salo et Monique dans une position indécente. C'est ça qui est écrit exactement, position indécente. J'ai mis un point d'interrogation. Ouais. C'était quoi ton visuel, toi? Je le voyais comme un peu de frotti-frotta, une cuillère debout. C'est ça, je me disais moi aussi, mais je me dis, si on prit le temps de dire position indécente, je me suis demandé s'il était en train de faire comme une espèce de rituel. Ah, peut-être. Ouais, c'est pas... Ouais, ça se pourrait, ça. C'est une confrérie en dessous, puis tout, tu sais, je sais pas. En tout cas, en tentant de revenir sur ses pas, la cheville blessée, il remarque qu'il connaît l'étagère qu'il a bougée. Hein? Ah oui, sur la photo de Amel et Roger, et il découvre derrière l'étagère un passage secret. Hey, tu finis mes phrases, man. Excuse. Hey, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. C'est l'émotion. Quand même. Un bon narrateur, j'embarque au bout, là. Dans le passage, David voit des graffitis, dont un fait par son père. Page 86. Si je l'ai écrit, c'est sûrement parce qu'il faut que j'aille voir. Benoît plus Hélène, 1948, vive la promotion de 73. À mort, chien de nazi. Abat l'impérialisme. Le marxisme vaincra. Yankee, go home. George M. Cali pour toujours, 1967. Fait que finalement, c'est juste cette phrase-là que j'aurais dû lire, mais on voit déjà que il parlait en tout cas d'anti-nazi. Faut le faire chien de nazi, écrire ça dans un frisson, c'est quand même fort. C'est audacieux. Oui, en effet, son game en maudit. Elle n'a peur de rien, cette Marie-André. Curieux, il poursuit sa descente et lit plusieurs graffitis qui datent jusqu'en 1950. Soudain, David commence à se sentir buzzé sur les fumes des profondeurs. Fumer, ça avoue que ça peut porter à confusion, tu sais. Oui. Et en tentant de revenir à la bibliothèque, presque arrivé, il s'évanouit et rêve encore. 4e partie, point de vue de Marc. Le petit garçon, là, je pense qu'il a vieilli un petit peu, par exemple. Je pense que oui. Le petit Marco tente de faire une blague de très mauvais goût à Yaya en faisant semblant d'être mort. Bravo, mon enfant. Celle-ci qui venait lui présenter, je crois, une travailleuse sociale, tente dans la panique de le réanimer. Elle se fâche et blâme ce comportement sur le décès de ses parents, les parents de Marco. Décès auquel celui-ci ne croit pas. Ils reviendront parce qu'il n'a pas retrouvé leur corps, croit-il. OK, je comprends là, qu'est-ce que je dis. Tu vois, ma narration, je la comprends pas très bien, mais c'est ça. Marc, il avait fait semblant d'être mort, elle blâme ça sur le comportement. Puis lui, il croit pas que ses parents sont morts. Il continue de croire qu'ils vont revenir parce que il y a pas de cadavre qui a été retrouvé. Exactement. Puis mentionnons aussi qu'il fait semblant d'être mort avec du ketchup. Ouais, bravo, jeune, pareil. Quel genre de jeu que tu joues pour l'amour du Saint-Boswell? Mais en même temps, qui croirait vraiment que
c'est du sang. Ben, Yaya, apparemment. Yaya. Peut-être qu'elle met pas de ketchup sur son pâté chinois, elle. Ah, je sais pas, mais Yaya m'a pas l'air vite. Faut lui donner une chance quand même à Yaya. Elle a un enfant qui a plein de bosses partout, puis elle s'en est pas remis. Entre toi et moi, là, si je verrais mon enfant arriver me voir, ben, j'ai pas d'enfant, fait que j'aurais encore plus un traumatisme s'il arrivait puis il y avait des bosses, tu comprends-tu? Donc, 5e partie, on revient à David. Mm-hmm. David est réveillé au sous-sol par Ariane qui est en panique et qui dit comprendre comment il se sent. Sans plus d'explications, il remonte, Ariane cachant ses larmes. Elle amène David à une intersection en construction et dans une crevasse lui pointe un pied arraché dans une espadrille. Et le pied est attiré dans le tuyau d'égout. Ah, ça, c'était freaking creepy, par exemple. Ça m'a fait penser à It. Ah, j'ai pas vu ce film-là. T'as pas quoi? Non. T'as pas vu It? OK, ça, c'était peurant. Ben, c'est pour ça. Ah, OK. Je pensais que t'aimais les films d'horreur, toi. J'aime ça, mais c'est comme un peu too much, ça. C'est ça, là, quand je te dis, là, l'espèce de dosage de... Ça, c'est trop fucké pour moi, genre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, parce que, tu sais, c'est ce qui va jouer dans les peurs d'enfants. C'est ça. Ben, c'est ça. Même en étant adulte, tu sais que c'est un film, mais on dirait qu'il y a toujours cette espèce de... Le sentiment que ça provoque en dedans, là, d'avoir peur. Je veux même pas le regarder. Je sais pas s'il y a des jumpscares là-dedans. J'ai aucune idée. Ah, mon Dieu, c'est plein. Bon, ben, c'est plein. Le 1, il était peurant. Le 2, bouffe, honnêtement. Le 2, on dirait que l'effet de surprise a disparu. Mais tu vois, justement, les peurs d'enfants, It me fait peur comme les Goosebumps me fait peur. OK. Je vois. C'est fucké, hein? Les Goosebumps me font vraiment comme... Encore aujourd'hui, là, ben, peut-être moins les derniers, là, mais les premiers Goosebumps, là, on dirait que je retrouve ma peur d'enfant, puis ça me fait plus peur que des frissons. Ah ouais? Oui, parce que ça finit mal. C'est vrai. Ça finit toujours mal, les Goosebumps, puis des fois, ça finit comme... Moi, je me rappelle le masque hanté, le jeune enfant qui a le masque en face, qu'il s'est fait dire que tu pouvais l'enlever juste une fois, puis à la fin, son petit frère il arrive, il est comme « Salut! » avec son masque. Oh my God! Oh my God, oui, je m'en rappelle de celui-là. Hey, j'ai freaké out, oublie ça, là. Oh oui. Bon, OK. Avant de retomber dans le traumatisme et les frissons. L'odeur de craie apparaît et David, qui tente de processer, alerte Ariane. Elle pense que David perd la boule quand c'est elle qui névrose. Moi, ça, c'est vrai. Elle flatte David pendant qu'il lui raconte sa mésaventure. Pourquoi qu'elle flatte? Ah, ben oui, c'est ça! Elle joue avec au bout. Elle sait qu'il tripe, fait qu'elle peut se faire aimer. Là. C'est ce que j'aime pas de la fille. C'est comme, elle joue avec ses sentiments. Oui! Oh. Il y a toujours quelqu'un qu'on n'aime pas à quelque part. Hein, nous autres, c'est elle, on le prend pas. Il la complimente sur la douceur de ses mains, ce qui l'amène, elle, à se décrire comme une terre à terre parce qu'elle ne croit pas à la fée des dents. OK. Gros bisous entre les tourtereaux, ce qui pousse David à confesser ce qu'il a vu le chum d'Ariane faire. Ah, si bas, c'était pas facile, ça. Donc, il donne un French, puis là, il dit qu'il a vu son chum faire des feux de l'eau avec Monique. Mm-hmm. Celle-ci pète une coche et blasphème David avant de fuir en courant. Après ce départ dramatique, David descend dans l'égout pour ramasser le pied et lit sur le soulier le nom de la propriétaire, Rachel Grenier. Fait que c'est quelqu'un qui connaît. Mm-hmm. David fait son devoir de citoyen et reporte sa trouvaille au détective Hamel. Une fois en cours, il n'arrive pas à se concentrer et doit laisser Jacques répondre à sa place au sujet de la demi-vie en physique. Parce qu'on s'en fout de toute façon. Quand est-ce qu'on va utiliser ça? Mais la demi-vie, oui, c'est ça, la demi-vie, elle a rapport. Oui. C'est cette formule-là que la bébite fait, mais à cause que les personnes qui ont eu des fautes... Oh, OK, on va arriver, je vais l'expliquer à la fin. J'essaie encore d'expliquer quelque chose que... Tu sais, quand je disais que c'était peut-être trop compliqué pour un enfant de 10-11 ans, là, ben c'est exactement ça que je parle, parce que même moi, j'ai comme eu de la misère à comprendre. Ben, j'ai pas l'impression que c'est pour des enfants de... Tu sais, ils disent que c'est à partir de 12 ans, les frissons, là. Ben, honnêtement, je sais pas. Ils ont jamais mis de code d'âge, vraiment. C'est ça, ouais, mais... En tout cas, c'est pas... Mais lui, il est plus épais que les normales en plus. Ouais. Parce qu'habituellement, c'est 156 pages, puis lui, il est dans 200. Mm-hmm. On apprend que le coupable pour les albums souvenirs a été chopé et renvoyé. Et Rachel Grenier se pointe.
Elle avait prêté son bijou à Jean Crispin. Et en revenant chez lui, David apprend le décès de Jean. Fait qu'elle n'a pas vu que la jambe était poilue. Ben, on sait jamais, hein. Peut-être que Rachel est pas forte sur le rasoir. Ah, peut-être. Ça se peut, ça. Ça se peut. C'est bien dans la mode dernièrement, ça a l'air. Mes poils, je veux dire, c'est peut-être elle qui a parti ça. Mon corps, mes poils. Le capitaine Hamel demande alors la discrétion et l'aide de David. Ça, c'est assez spécial, là, qu'il demande à un jeune secondaire de l'aider, mais OK. Mais il est très impliqué. David, là, on peut pas y reprocher, il est très impliqué dans tout ça. Il se donne à 100%, là. Ben, rendu là, tu sais. Quand tu sais que tu vas peut-être mourir avec toutes tes os sortis de ton corps puis que tu vas finir un tas de peau poilue, là. Moi, tout, je l'aiderais, je pense. Celui-ci court auprès d'Ariane qui est encore fâchée contre lui. Elle lui ferme la gueule en lui révélant le décès de Jean Crispin et le pied. Ce pourrait être un tueur en série. Le duo se lance vers la bibliothèque pour retrouver Jacques, mais retrouve l'endroit désert. La bibliothèque cachant la caverne est déplacée et les deux apprentis détectives s'enfoncent dans le passage sombre. Ils arrivent à une crevasse brumeuse dans laquelle ils voient Jacques se faire dévorer par des tentacules au mucus blanchâtre. Dégueulasse! David est envoûté par la brume et malgré les cris d'Ariane, il se laisse paisiblement tomber dans l'abîme. Fait que la bébête elle pète, puis le pet il t'hypnotise à vouloir te rendre vers la bébête péteuse. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Le mucus blanc puis tout, là, ça c'est trop pour moi. Moi, j'ai arrêté d'écouter ce que tu disais à partir de mucus blanc. Là, j'ai comme... OK, ben on va continuer. Pendant un instant, nous sommes dans l'entremonde de David où des voix lui disent que son heure n'est pas encore venue. Il reprend conscience dans les bras d'Ariane au bord de la crevasse qui lui dit que ses cheveux sont devenus tout blancs. Eh ben. Fait que David, il y a un petit makeover, une petite teinture gratuite. Mm-hmm. Le duo sort de la grotte et court auprès du capitaine Hamel à qui il confie tout. Les ados parlent de Georges Larin, à qui Jacques parlait avant de se faire manger, et ce Georges semble ne pas exister après maintes vérifications. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il ressemble à l'homme-éléphant. Ah oui, ça c'est dans le fond le gars qui jouait dans... Ah oui, attends, comment ça s'appelait ce film-là encore? L'homme-éléphant. Mais c'est un film, l'homme-éléphant. Ben, me semble, oui, c'est ça. Puis le gars, il a le visage déformé là, à cause d'une raison là, quelconque. Là, je me rappelle pas. Exactement. C'est là que je trouve que peut-être, je sais pas si c'est l'auteur qui a mal fait ses recherches, mais tu sais, il y a comme quand même certaines incohérences par rapport à ça. Là, parce que dans le roman, il parle que tu sais les fameuses bosses qu'ils retrouvent sur leur corps, que c'est la maladie de fibromatose. Mais moi, c'est ça que quand je t'ai écrit à un moment donné, j'ai fait comme oh my god, tu sais, dans le livre, c'est comme la coïncidence était trop bizarre, mais la maladie que j'ai dans le fond, c'est la neurofibromatose. Puis pendant longtemps, arrête, je te jure. Puis pendant longtemps, il a pensé que l'éléphant avait cette maladie-là. Mais ça a été démontré par la science, par les études que c'était pas ça. Mais tu sais, il parle dans le livre là que c'est comme une hypercalcification, puis c'est tellement pas ça la maladie là. Ah non, la maladie qui parle dans le livre, il la décrivent pas comme du monde. Non, c'est ça. Fait que c'est quoi dans le fond la vraie? Parce que là ici, puis ça c'est pas ce que lui il a là, le Elephant Man. Mais non, l'homme-éléphant, dans le fond, c'est ça, c'est que c'est une déformation, c'est les tissus, c'est la peau. Tu sais, il y a aucun lien avec l'hypercalcification, là, tu sais, l'excès de calcium dans les os qui parle dans le roman, c'est pas ça du tout, là, tu sais. Fait que OK, mais la vraie maladie, c'est quoi? Ben, c'est un nom bâtard. Je pense que c'est la maladie de Proté. Ah, mon Dieu, OK, c'est le fun. Mais c'est ça. Mais je pense que l'auteur, il a peut-être, ou je sais pas, peut-être qu'à cette époque-là, des années 90, la recherche, c'était ça qui en avait découlé. Aujourd'hui, moi, je te dis ce que j'ai lu aujourd'hui, puis parce que moi-même, j'ai lu beaucoup sur la maladie que j'ai dans les dernières années pour en connaître plus. Mais tu sais, c'est ça le lien, là. Tu sais, moi aussi, j'ai des petites bosses, mais je ne suis pas tombée dans une crevasse. Oh, pas fair! Non, c'est pas...
honnêtement, mieux vaut s'instruire, selon moi, là, par rapport à justement la maladie. Tu dis ici fibromatose, c'est pas ce qui est décrit dedans. Toi, peux-tu un peu nous enseigner c'est quoi, nous dire en gros c'est quoi cette maladie-là? Ben en fait, moi c'est ça, là, c'est la neurofibromatose. C'est une maladie neurogénétique. Ça va s'attaquer vraiment là à la peau. Ça va s'attaquer, ça va être des neurofibromes qui appellent, c'est des petites boursouflures sur la peau. J'ai une scoliose qui découle de ça, comme c'est ça l'opération que j'ai eue là en secondaire 1. C'est une opération de 13 heures pour me replacer la colonne. Ouais. Fait que c'est ça, tout ça découle de cette maladie-là. Mais quand on regarde une photo de l'homme éléphant, puis quand on regarde certains cas de neurofibromatose, il y a vraiment beaucoup de ressemblances là. Mais c'est ça, c'est pas la même chose. Fait que c'est pour ça que ça m'a un peu titillé. Genre, quand j'ai lu ça, j'ai fait comme tu sais, quand tu sais que c'est pas... Non, mais je comprends. Ouais. Je trouve ça ben, tu sais, je veux pas dire intéressant parce que je trouve ça vraiment dommage. Je suis désolé que tu aies à vivre avec ça. Je suis sûr, par exemple, que ça t'a apporté beaucoup de choses d'une certaine façon aussi dans la vie, là. Je veux dire, ça a dû t'aider à développer de l'empathie puis ces choses-là par rapport aux autres puis à leur souffrance. Ah, mais c'est sûr. Puis même aussi par rapport à moi-même, là, l'acceptation de soi, puis de faire comme, ben regarde, je suis comme ça, puis quand même que je m'arracherais tous les cheveux de sa tête, ça changera rien, faut que je l'accepte, puis c'est tout, là, tu sais. Je mettrai pas de l'énergie à faire « Oh mon Dieu, j'aimerais ça être donc bien shapé puis être normal. » Tu sais, moi, pour moi, là, c'est comme, ça fait longtemps que j'ai lâché prise là-dessus, là. Ben, en tout cas, moi, je ne fais que t'entendre en ce moment et j'ai vu certaines photos et je te trouve très belle, Valérie. Mais t'es donc bien fin. Ouais, je suis pas juste fin, je suis honnête, puis t'es fine. En plus, tu lis des frissons avec moi. Ben, merci pour le partage, honnêtement, parce que je connaissais pas ça. Puis, moi, je vis avec la maladie de Crohn et je vis avec un TPL. Les deux ensemble, ça a créé un mix assez plate, mettons. Mm-hmm. Fait que je peux empathiser avec qu'est-ce que tu vis d'une certaine façon. Puis tu sais, direct en partant, c'est déjà difficile de vivre avec une différence, mais quand c'est une différence en plus apparente, puis je figure que c'est douloureux en plus, là, qu'est-ce que t'as, là? Ben, c'est sûr qu'en vieillissant, c'est pire en pire, là. Moi, quand j'entendais mes matantes dire quand j'étais petite que... Oh mon Dieu, l'humidité, c'est humide, j'ai mal aux os. Je croyais pas à ça, mais là, je te dirais, là, que oui, je commence à en ressentir, là, puis j'aime pas l'été pour ça. Cet été, ça a été l'enfer, là, mon mois d'août, j'ai eu de la douleur, là, épouvantable, là, mais... Aïe, ouais, non, mais c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire, l'humidité, qu'est-ce que ça... c'est vrai, c'est drôle parce que ce que tu dis... Ça résonne tellement. Retournons dans l'album Souvenir pour se remonter le moral. Tu sais, des jeunes bossus dans un livre, on aime mieux ça que dans la vraie vie, n'est-ce pas? Mais tu sais, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que ces petites bosses-là que j'ai sur moi, ça me fait penser un peu à du braille. Puis j'ai peut-être des codes secrets décrits sur moi, puis on le sait même. Oh my God, ça serait cool, ça! Ça serait malade, hein? T'imagines-tu? Écris un frisson là-dessus. Tu sais, essaye-toi pour le fun, sait-on jamais. Non, mais sérieux. Ça serait malade. Moi, je suis là en train d'essayer de te partir une carrière. Ben oui, c'est ça. Donc, eux autres sont sortis de la grotte, ils ont parlé de Georges Larain. Je sais même plus où je suis rendu. Attends une minute. Ah, l'homme éléphant, c'est pour ça qu'on a dit bifurquer de même. C'est ça. OK, je comprends. Donc, le capitaine Hamel demande alors si le groupe Delphique est un groupe de chanteuses. Non, ça, c'est à Terreur sur le pod qui sont les chanteuses. Oui. L'acoustique de la grotte est l'endroit parfait pour y chanter parce que dans son temps, il y avait surpris un culte en toge en train de pratiquer des chants et perdit connaissance. Il se rappelle qu'en revenant à lui, il était seul et avait une bosse d'os. Ah, des bosses d'os, c'est vrai, c'est des os. Sur la cheville, pareil comme David sur sa tête. De retour chez lui, il parle avec sa mère de son père et apprend que Omphalos veut dire le centre. Pourtant, j'écris pas si mal que ça. Non, moi non plus, mais je me relis puis moi aussi, je comprends pas mes notes. En retournant dans sa chambre, il se met à jouer avec le nom de Georges Larain et en remplaçant les lettres, construit le nom Roger Galenis. David s'endort et rêve à nouveau. Mm-hmm. 6e partie, on revoit Marc. On s'ennuyait de Marc. Oui. Marco a maintenant 17 ans et il se trouve à la morgue avec la policière Graton où il doit identifier le cadavre de Yaya. Oh, j'ai eu tellement
en film quand j'ai lu ce bout-là. J'étais comme, oh, pauvre petit. Ben, au moins, c'est pas un enfant, là, il y a 17 ans, Ouais. tu sais. Je veux dire, c'est pas bien plus cool, là, mais elle a été renversée par un autobus. Moi, j'ai pensé à un suicide tout de suite, là. Je me suis dit que de vivre avec la réalité de ce qu'elle savait, dans le fond, ça l'a comme... Elle n'a pas été capable de vivre avec ça, là. Est-ce qu'elle le savait? Je veux dire, tout ce qui est arrivé, je sais pas, hein? Ben, je sais pas. Moi, il me semble que si mon fils il reviendrait chez nous un soir puis qu'il y a des bosses d'os sur la tête, j'investiguerais quelque peu, tu sais. Excuse, c'est parce que ça sonne vraiment boss d'os. Excuse-moi, je suis comme... Excuse, non, ça va pas... Mais non, mais c'est correct. Non, mais c'est vrai, par exemple, quand tu y penses, là, tu sais, je veux dire, si ton enfant qui arrive... Tu sais, la Yaya, là, elle a eu connaissance de la destruction de la ville, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle doit encore plus savoir qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Ouais, ça se pourrait que ça soit un suicide. En tout cas, je l'ai marqué. Je trouve que, en plus, renversé par un autobus, faut que tu sois vraiment sacrifice pour pas voir un autobus arriver, là. Ouais, ça fait du sens. Avec le bruit que ça fait, là. Ouais. Nous apprenons que nous sommes en 2016. Plus tard, alors qu'il demeurait avec un ami, Marc apprend qu'il s'en va vivre en famille d'accueil chez un certain Laurent Van Heather à Verneuil. Un homme qui a une bosse sur la joue. Ah ben, dis donc. Ah ben. C'est comme... Ils ont parti de mode, eux autres, là-bas. Ouais, non. Sérieux, tu as déjà pensé déménager à Verneuil? Ça a l'air bien en mode, là-bas. Hey, je serais un hostie de sex symbole. La fille arrive là-bas. It's Valérie, bitch. Yeah! Aïe, aïe. 7e partie. À son réveil, David appelle Ariane pour lui faire part de sa découverte et celle-ci le prend pour salaud. Bien qu'elle le juge, elle finit par admettre que sa théorie fait du sens et accepte de le rejoindre à la bibliothèque pour approfondir les recherches. Après avoir appelé salaud, avec qui elle s'est chicanée, durant leur convo, Ariane parle de ses inquiétudes au sujet de la bosse au visage de David qui, lui, s'inquiète sur l'identité des deux autres voix qu'il a entendues dans la crevasse. Les deux ont des inquiétudes quand même bien placées. Ouais. Arrivée à la bibliothèque, Madame Croteau se permet de commenter la mauvaise allure de David et celui-ci s'installe pour poursuivre ses recherches. Puis c'est drôle parce que cette journée-là, je suis allé marcher et j'ai croisé deux voisines en marchant puis les deux m'ont dit que j'avais pris du poids. Puis là, quand elle est arrivée puis elle a dit que Madame Croteau s'est permis de commenter la mauvaise allure de David, j'ai fait quel culot. Hey, tellement! Ça m'était revenu. Puis c'est toujours une question que je me demande. Pourquoi le monde se permet de dire ça? Y a-tu déjà quelqu'un qui a aimé ça se faire dire « Hey, t'as pris du poids? » Ben, tu sais, en moins que tu saches que la personne a voulu prendre du poids. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, mettons, tu sais que la personne, elle veut prendre du poids, elle a toujours été meg, comme... Puis là, tu vois qu'elle a pris des formes puis qu'elle est contente de ça, ben là, c'est un encouragement, mais si t'es pas sûr, tu fermes ta gueule. Ben, semble, n'est-ce pas? Mon Dieu, Marina Sini sort de ce corps, t'as entendu ça? Mais semble! Oh mon Dieu, en tout cas, fait que j'empathise beaucoup avec David qui se fait juger par la bibliothécaire. Oui. Il se rabaisse mentalement avant de récapituler son histoire pour essayer de trouver à qui appartiennent les deux autres voix entendues. Il découvre que la créature utilise le patron de la demi-vie pour se nourrir et conclut, d'après les années 1994, 1950, 1862, que les voix appartiennent à Joseph Limoges et Annabelle Soucy, la sorcière sur le bûcher. Il prend alors la liste de l'album Souvenir et fait le calcul de la demi-vie et découvre qu'Ariane est la prochaine victime sur la liste actuelle. Ça fait peur. Oh. Ça fait peur. Mais moi, je l'aime pas Ariane, fait que je l'aurais laissé faire. Mais en tout cas, non, c'est pas vrai. C'est une joke. C'est pas vrai. Se rendant compte qu'elle n'est toujours pas arrivée, il l'appelle, mais elle n'est plus à la maison. David appelle ensuite chez Salo et la petite sœur de celui-ci explique que son frère a quitté avant qu'elle n'appelle. Devinant où elle se trouve et de son danger imminent, David court vers l'école et dans sa course, il se fait frapper par une voiture. Ah ben là, finalement, c'est peut-être pas un suicide pour Yaya parce que le monde se font frapper par des chars dans ce livre-là. C'est pas d'hier que le monde chauffe mal. Mais c'est ça. Ignorant la blessure, il poursuit et arrive sur le lieu fatidique où la verdure l'attend avec son culte et une bébite visqueuse dans la crevasse. Ariane est prise dans les tentacules, tout comme David qui se fait prendre aussi. Ariane décide alors de mordre la tentacule.
arc, on se rappelle du mucus blanc. Sérieux, là, j'ai mal au cœur. Fuck, le goût, imagine le goût. Okay. Quelle espèce de parcours dans sa tête qu'elle a fait pour en venir à faire ça? Ben, l'instinct de survie, je suppose. Ouais, peut-être. J'ose espérer, en tout cas, que c'est ça, mais moi, j'aurais vomi, c'est sûr. Non, c'est ça. Parce que la créature lâche les deux ados qui tombent dans le vide. David perd encore connaissance. Ben là, j'aurais fait pareil à ce point-ci, là. Mais rendu là, oui, je comprends. Là, il a raison. Je te dirais peut-être que c'est... Oh, mais c'est vrai, les autres fois, il est comme pogné par les fumes. Les autres fois, il y avait un cadavre. Et si bon, il y a de l'évolution dans ce livre-là, hein? Ouais, hein? 8e partie. On est encore avec Marc. Marc est dans sa chambre chez Laurent Van Hedder et regarde les boîtes contenant les trucs de ses parents. Son père adoptif tente de le dissuader de regarder les articles macabres et lui propose même de se faire appeler papa. Malaise. Call me daddy. Marc refuse poliment et quand non papa quitte, Marc trouve 4 albums souvenirs. Mm-hmm. On revient à David. À son réveil, David se trouve sur un sol recouvert de mucus et il se lance sur une Ariane inconsciente. Les trois mousquetorches, Bruno, bravo, ok. Joseph Limoges, Annabelle Soucy et Roger Galanis. Ok, ça c'est ça, c'est les trois mousquetorches. Je les appelle de même. Ok. Pourquoi pas? Je pense que je commençais à être fatigué. Je pense que j'aurais aimé être dans ta tête pour savoir pourquoi. Qu'est-ce qui... Je sais pas. J'ai trouvé drôle de rester là puis de parler. OK. Ils font juste ça. Ils font leur apparition et commencent à darder David sur le sort qui l'attend. Ils parlent en le nom de Python, la bébite, qui se nourrit des élèves selon leur numéro dans le yearbook en faisant toujours x2. Le tout aidé par Monsieur Laverdure, qui est l'esclave de la bébite. Ouais. Non, ce que j'avais comme pas... Monsieur Laverdure, là. Mais moi non plus, j'ai pas compris. J'espérais que tu m'expliques. Puis là, tu me dis que t'as pas compris, toi non plus. Non. D'après moi, ils ont coupé des bouts. Ou c'est peut-être une mauvaise traduction, je sais pas, mais il y a quoi je comprends pas dans ce passage-là. C'est pas clair, là. Ben, il faut que ce soit M. Laverdure qui a fait les calculs. C'est certainement pas la bébite qui est allée dans l'ordinateur puis qui a fait OK, 1 plus 2 plus 9 plus... Tu sais, il faut que ce soit quelqu'un puis c'est M. Laverdure. Mais il disparaît. Mais on le sait, c'est qui, M. Laverdure? C'est qui, M. Laverdure? Ben, on le sait plus tard, c'est qui, M. Laverdure? OK, fait qu'il se sauve! Ben, d'après moi, c'est ça. Mais je suis pas sûre. Les trois mousquetorches ont besoin d'un 4e et comme David est intelligent, parce qu'il a compris que Python est grec... Ah, OK. Il demande aux 2 ados de choisir qui sera prêtre et qui sera le repas. OK, ça, c'est quand même cool, par exemple, tu sais. C'était parent de dire comme qui va se faire manger puis qui va mourir et rester parmi nous. Le choix est quand même difficile, tu sais. Ouais. En voyant promener les prêtres, David saisit Ariane dans son étreinte, ce qui a pour effet de fâcher Python. Il n'aime pas les câlins. Les 2 ados réussissent à remonter la crevasse sous les menaces de Roger Galanis. Ils sont aidés par le capitaine Hamel et le concierge Monsieur Saulny, qui les aide à reprendre pied et constatant les visages des ados qui sont déformés de bosses d'os. Bosse d'os, c'est même qu'on dit ça, bosse d'eau, bosse d'os. Si je dis bosse d'eau, on va penser que c'est de l'eau. Non, bosse d'os. Ariane propose de revenir armée pour achever Python. Et quelle idée elle a, n'est-ce pas? Oui, elle l'a dit au début qu'elle était intelligente. Pourquoi qu'on a arrêté de croire ça? De quel droit? Mais faut pas t'oublier, David est intelligent parce que devinez que Python est grec. On oublie, là, quand David est intelligent, Ariane, elle l'est plus, là. J'essaie de trouver une façon de me sortir de ça, là. Non, c'est ça, mais je pense que, ouais, c'est un peu décousu, ça, aussi, là. C'est un frisson. Oui. Le quatuor court au dépanneur pour acheter plein de caisses de coke parce qu'Ariane a deviné que Python se nourrit de calcaire et que le coke, ça mange le calcaire. Donc, en même temps, doit tuer Python. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Faudrait juste l'utiliser, le petit coke. On le sait qu'elle a fait le test avec sa dent quand elle était petite, là. Quand elle a fait comme « Moi, je ne crois pas, elle a fait des dents! » Puis elle a caché sa petite dent dans son verre de Pepsi toute la nuit, puis que le lendemain, il y avait comme plus rien. Ouais, puis c'est assez perturbant de savoir que on boit ça. Ouais, ben c'est ouais, je suis pas très fan de ça, moi.
Moi non plus, OK, on peut en parler. Let's go, bichon contre le... Pour vrai, là, c'est quand même intense. Tu mets des sous noirs, puis ça décape ton sou noir. Ouais. Puis on boit ça. Je comprends pas. Il me semble que ça fait peur, c'est dangereux, me semble. C'est pour ça que je suis pas capable de boire ça. Ça m'écoeure. Ben, moi, à chaque fois que je bois du Coke ou du Pepsi, j'aime ça, mais j'ai un mal de tête après. Puis j'ai des boutons. Ouais, c'est pas fameux. Moi, je bois ça une fois par année quand je vais me chercher un bon hot dog chez Frixie avec une poutine, là. Ah! Mais c'est comme une fois par année, puis that's it, là. Ah, ça serait bon Chez Trixie. Avec un hot dog puis une poutine. Avoue, hein? Frisson numéro 23. Je viens de te donner un petit craving, là. Aïe, OK, là, je veux lire à une vitesse phénoménale pour aller m'acheter une poutine. Non, c'est pas vrai. Ils retournent à l'école. Et tandis que les vieux restent avec le en haut, les deux ados s'arment d'une canette et décident de descendre pour tuer Python avec leur solidarité. Pourquoi ne pas se lancer dans la gueule du loup vu qu'ils ont l'air de Alf maintenant? C'est le fun, ça. Excuse. C'est parce que ils se lancent dans la crevasse avec une canette de Coke. Ils ont été achetés plein de caisses, puis ils les utilisent même pas. Rendu là, je suis en tabarnak. Mais tu sais, c'est parce qu'en plus, Python, il est gros comment? Ben, assez gros pour les prendre avec ses tentacules puis les lever dans les airs. Puis tu penses qu'une canette de 355 millilitres va venir à bout de cette affaire-là, tu sais? Je comprends pas le raisonnement. Non. Parce qu'ils ont déjà, tu sais, ils ont amené plein de canettes qui disent au cas que ça marche pas. Ils versent pas les canettes, là. Non. Right? OK. Non, j'ai pas l'impression qu'ils ont utilisé toute la gang, là. Tu sais, on dirait qu'ils ont coupé des bouts justement parce qu'il manque des informations à quelque part. Pourquoi qu'ils auraient été chercher plein de canettes si c'était juste pour descendre avec une... En tout cas, on va poursuivre, là, mais il y a quelque chose là qui fait plus de sens. Là. En fait, ils appellent Python qui vient les prendre dans ses tentacules, les déformant encore plus. Mais là, ils vont avoir l'air de quoi rendu à la fin de ça, là? Je veux même pas l'imaginer. Parce qu'ils disent déjà qu'ils sont vraiment comme assez épeurants quand ils reviennent la première fois. Puis là, on me dit qu'il est défait encore. Ouais, à un moment donné, il y a une limite à déformer de quelque chose, là. À déformer de quelque chose? Non, mais tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est comme... C'est quoi ton superpower? Ben, moi, je déforme. Ah, j'aime ça. Une fois en bas, les deux jeunes se font darder par les prêtres et se sautent dessus pour s'enlacer. Boum, boum, Python est super fâché et fait trembler le sol. Les deux jeunes sont violemment séparés et David réussit à rattraper Ariane qui est pas mal maganée. La bouteille de coke hors de portée. David et Ariane s'enlacent fort et les trois mousquetorches commencent à fondre de douleur. Ouais, ça, c'est un peu facile. Là. Ouais. Et Python s'endort de raideur. Ah, OK. Les deux ados se mettent à remonter la crevasse à nouveau parce qu'ils sont encore capables de marcher, apparemment. Déformés, mais marcher. Exact. Ouais, ça tient pas à route. Une fois en haut, le capitaine Hamel et M. Saunier demandent ce qu'ils feront du et Ariane suggère d'achever Python tandis qu'il est affaibli. M. Saunier vérifie que l'école est bien vide et ensuite ils prennent la fuite. OK, il va ouvrir le... C'est le concierge qui l'ouvre, laissant Hamel derrière pour ouvrir le... Fait que c'est ça qui fait l'explosion. Il rouvre tout le... Ben, je figure qu'avec l'explosion, les autres bouteilles ont explosé, ce qui a créé une plus grosse explosion. Ah, peut-être. Ou peut-être que c'était une commandite, hein? Ça se pourrait aussi, hein? La première explosion a lieu quand ils sont au stationnement, mais les jeunes ne s'arrêtent pas, ni même quand ils perdent M. Saunier dans l'énorme tremblement de terre qui détruit la ville. Ils montent la colline et regagnent les décombres, espérant qu'il y ait des survivants. Leur corps cicatrisé de bosses d'os leur fait mal, sachant qu'ils auront à revenir pour tuer Python dans quelques années. Et on arrive à la 10e partie du point de vue de Marc. Marc feuillette les albums souvenirs de ses parents décédés et termine sur celui de 1994, duquel un long récit écrit à la main tombe. Le récit de David, le père de Marc, qui débute exactement, mot pour mot, comme le début du livre. Je m'appelle David Callas. J'ai des problèmes. Et on est ensuite à l'épilogue. On est à la fin déjà. Eh oui.
Marc arrive à l'usine de produits chimiques de Verneuil après avoir refait l'acronyme de Laurent Van Heder en Nathan Laverdure. Il est là! Il est là. J'écris fucking bâtard. Il rejoint ses parents au bord de la crevasse et les rejoignent aussi M. Saunier et Capitaine Hamel. Il s'apprête à combattre Python à nouveau en tenant les mains en guise de solidarité et d'amour. Fin! Et voilà, c'était l'album Souvenir, ma belle Valérie. Pour vrai, la dernière partie, là, justement, l'épilogue, puis le dernier point de vue de Marc, honnêtement, là, je pense que c'est vraiment le moment fort du roman. Oui, puis j'aime ça que ça finisse direct où ça devrait commencer, tu sais. C'est ça. Tu sais, je lisais ça, puis j'étais comme, oh wow, OK, c'est vraiment brillant, là. Tout le cheminement pour arriver à ça, puis tout est dans tout, puis que tout est relié, puis les rêves de David qui, dans le fond, comme probablement fait des rêves prémonitoires de son fils, ou tu sais, c'est pas clair encore, là, mais moi, j'adore ce genre-là, là. Ça me vraiment, là, ça vient me chercher, là, une petite sensation en dedans, là, c'est malade. As-tu vu la série Angel, tu sais, le spin-off de Buffy? Non, j'ai pas vu ça. Ah, ok, ben là, je peux pas te le dire d'abord, mais peut-être que t'aimerais ça. Ah ben t'as-tu aimé Buffy? Ben oui, j'ai tous les coffrets chez nous, là, je suis maniaque de Buffy. Moi aussi, je te comprends vraiment. Ben, si t'écoutes Angel, tu vas sûrement aimer la fin. Je vais juste dire ça. OK. Ben, je pense que c'est sur Amazon Prime. Faudrait que je me tape toutes les Buffy avant, là. Ben, en fait, Buffy, elle y va à partir... Parce que saison 3, à la fin, Angel part. Saison 4, Buffy commence sans Angel. Puis saison 1 d'Angel commence. Fait que techniquement, si tu commences Buffy, ben à partir de la saison 4, t'écouterais un épisode de Buffy, un épisode d'Angel. Parce que Buffy puis Angel, ils ont des crossovers des fois. Ouais, j'aime ça. Tu m'en tiendras au courant de tes écoutes. Ouais. Fait que là, ben, sur ce, est-ce que tu es prête à aller regarder la scène du frisson, l'album Souvenir? OK, go. Clac! La porte du local de rédaction de l'album Souvenir claqua bruyamment. J'étais assis devant le long bureau surchargé de Monsieur Laverdure, essayant de réfléchir calmement. Le local m'avait semblé être l'endroit le plus tranquille de l'école, jusqu'à ce que je lève la tête et que j'aperçoive Ariane. Elle me fixait d'un regard où se mêlaient l'ennui, le soupçon et la rage. Une idée m'a traversé l'esprit. Elle et Salo avaient tué Richard. Ainsi, ai-je commencé d'une voix râpeuse. Plus que 3 cours avant la livraison, hein? C'est quelque chose, m'interrompit Ariane. Je l'ai regardé. Attends, c'est moi qui dis m'interrompit Ariane. Oh, pour vrai, moi, je suis le narrateur. Vole pas ma place, OK? OK, je recommence. C'est à moi! C'est mon podcast dans ce podcast. OK, je recommence. C'est quelque chose? M'interrompit Ariane. Ah, c'est moi! Je pensais que ça continuait la phrase. Je l'ai regardé. C'est moi. Mais ça, c'est comme... Non, c'est m'interrompit Ariane, je l'ai regardé éberlué. C'est lui qui l'a regardé éberlué, c'est pas elle qui l'a regardé éberlué. OK, parfait. Parce que elle, sinon, elle fait juste dire « Je l'ai regardé éberlué! » Comprends-tu? Donc... Penses-tu que M. Brodin... C'est quelque chose? M'interrompit Ariane. Je l'ai regardé éberlué. Allons, David, tu ne peux pas me mentir. Tu ne savais vraiment pas que Richard avait disparu? Non! C'est vous qui me l'avez appris. Rappelle-toi! Ai-je menti magnifiquement? Magnifiquement. Alors pourquoi ta première question a-t-elle été « Depuis quand a-t-il disparu? » Et pourquoi as-tu pâli quand j'ai décrit ce qu'il portait? Pâli? Ce qu'il portait? Je me souviens pas. Parle, David, et... Parle, David. Elle est fâchée, là, c'est pour ça. OK, attends. Parle, David, et vite! Le prochain cours commence en 5 minutes et quelqu'un pourrait entrer. D'accord. Ai-je dit en respirant profondément. Il fallait que j'en parle. Je pense qu'il faut mieux que tu t'assoies. Ariane ne me quitta pas des yeux, tandis que je lui racontais tout. Enfin, tout sauf l'épisode de la cheville aux vitres embuées. Quand j'ai terminé mon récit, elle a grimacé. Ce n'est pas une blague stupide, hein? Je préférerais ça, Ariane. Si tu dis la vérité, tu es un lâche, David. Sinon, tu es un détraqué. Je ne sais pas lequel tu es. Je ne suis pas un détraqué. Et je ne suis pas lâche. Répliqua-t-elle. Si tu ne vas pas parler... Quoi
évident. Ça va être une scène merveilleuse. Quand j'en suis arrivée en cochon, là, ça va. Et je ne suis pas lâche. Répliqua-t-elle. Si tu ne veux pas parler à la police, je le ferai. Son regard était ferme et glacé. Je vais y aller. Ai-je dit doucement. Attends un petit peu. Ouf. Je vais y aller. Ai-je dit doucement. Bon. Bonne chance, David. A-t-elle dit en se levant. Hey, c'était merveilleux, ça. Merci, Valou. Sérieux, tu devrais songer devenir actrice, tout comme moi, devenir acteur. Hey, j'ai les pieds tout trempés, ça n'a même pas de sens. Je te comprends. Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'on est nerveux quand on fait ça, fait que ça donne quelque chose de tout croche. Mais c'est parfait. Juste gros fun, pour vrai. Justement, là, le fun, il est sur le point de se terminer. On en est rendu à dire nos titres alternatifs. Est-ce que tu en as trouvé, toi? J'ai trouvé La crevasse hostile. Oh! Je sais pas si je trouve ça drôle ou si je trouve ça bon. Pour vrai, La crevasse hostile. J'ai essayé de C'est très bon. un jeu de mots avec le mèche, mais il n'y a rien qui me venait, là. Peut-être d'assez. Non, ok, non, je sais. Moi, j'ai marqué Carrie Maléfique, le monstre dentiste. Ah! Mèche! Versus... Oh, intéressant. On l'a. Ouais. Et le dernier qui est mon préféré, Ariane, shut the fuck up. Hey, mais c'est drôle que tu dises ça parce que le premier titre qui m'était venu en tête, c'est de faire un jeu de mots avec le nom de David. C'est parce qu'au début, il se proclame un petit génie. Là, j'étais comme David qui a la tête qui passe plus d'importe. Puis finalement, sa tête passe littéralement plus d'importe. À cause de sa bosse d'os. C'est la maudite bébite, c'est ça, maudite bébite, la bosse d'os. J'aime quasiment mieux ça, ce nom de maladie-là, la bosse d'os. J'avoue, hein? Tu sais, il me semble ça fait vulgaire et ras, là, tu sais, là, comme... Ah! La note Goodreads, en fait, la moyenne, c'est 3.46 sur 5, basée sur 510 ratings. Toi, quelle note lui as-tu donné sur 5? Sur mon Goodreads, j'ai donné un 3 étoiles sur 5. Ah, quand même! Moi, j'ai donné un 4.4. J'ai été généreux, hein? Ouais, quand même. En fait, j'ai donné 4.4 à cause que, un, numéro 50. 2, j'ai vraiment eu un trip quand il est sorti ce livre-là. J'ai un souvenir très vivide, en fait, du concours, puis des jeunes qui avaient des t-shirts, puis que moi, je voulais avoir les t-shirts, puis tout ça. Je me rappelais que c'était spécial, puis j'étais comme la collection Frisson est rendue à freaking numéro 50, puis l'histoire est différente. C'était vraiment comme, sans être un super frisson, c'était un frisson spécial. Ouais. Oh, ouais, vraiment, c'est ça, je dis, il y a une particularité dans celui-là qu'on retrouve pas dans les autres, là. J'étais vraiment contente que tu aies choisi ce livre-là parce que ça aurait pris du temps avant que j'y arrive, sinon. Fait que je te remercie beaucoup, Valou, sérieux d'être venu avec moi passer au travers ce livre-là à 1h55 d'enregistrement quand même, hein? Quand même. Ben écoute, ça a l'air de rien. Merci à toi. Pour vrai, j'ai vraiment eu bien du fun. Puis, tu sais, surtout que, tu sais, en écoutant aussi Terreur sur le pod, je trouvais ça le fun, là, votre concept d'avoir des invités. Puis là, de me retrouver moi-même dans le podcast, je trouve ça quand même surréaliste, là. Je veux dire, j'ai comme traversé le comment je pourrais dire ça? Le mur du podcast, la magie du podcast. J'ai vraiment eu du fun à faire ça. C'est la première fois. Fait que je sais pas ce que ça va donner, honnêtement. Mais. Ah, ça va être super le fun. Tu vas voir. C'est une expérience. Puis, qui sait, peut-être, tu pourrais venir nous visiter à Terreur sur le pod ou revenir à Frisson sur le pod un moment donné. Hey, pour vrai, là, pour Terreur sur le pod, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Ah, on s'en reparlera hors onde. OK, parfait. Valou lui a proposé à Terreur sur le pot de faire un épisode basé sur un livre, question de faire un lien direct entre le podcast et son bookstagram. Nous avons eu le plaisir de la recevoir pour le film Brume, basé sur une nouvelle de Stephen King. Va vite écouter ça. Ben, merci beaucoup, Valou. Donc, on peut te retrouver sur Facebook, pas Facebook, mais sur Instagram, Valou a lu, et sur Goodreads, qui est ton nom, c'est... Valou a lu aussi. Ah, ben, pas compliqué. Valou a lu sur les deux médiums. Un gros merci, Valou. Hey, merci. À la prochaine. Et vous, mes beaux auditeurs, faites de beaux cauchemars!
Continuons sur cette belle lancée jeudi. N'est-ce pas? Ah, allô? Oui, excuse, écoute. OK, dis-moi pas que je l'ai insulté puis qu'elle a raccroché. Non, c'est parce que j'avais un chat dans la gorge. Puis je voulais pas tousser. La fille est en train de crever à l'autre bout du micro, tu sais. Je voulais pas gâcher l'épisode. Oh mon Dieu! Excuse-moi, ça va. Sous ce bel étouffement, continuons.